Bien vu dans Smart Bourse pour le coup d'envoi de cette saison 4 sur Bismart. Smart Bourse qui reste évidemment votre émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque soir à 17h en direct pour la grande édition du lundi au vendredi. Des émissions que vous retrouvez évidemment tous les jours en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont toujours dans cette phase de reprise qu'on constate depuis quelques jours maintenant après quelques trous d'air au cours de cet été. Évidemment, cette émission de rentrée sera l'occasion de dresser un état des lieux du point de vue des marchés avec une belle séance quand même pour démarrer cette semaine qui sera chargée en indicateurs macroéconomiques pour les investisseurs avec les estimations d'inflation, notamment pour les pays européens au mois d'août et la séquence emploi aux États-Unis qui nous emmènera jusqu'au rapport mensuel de l'emploi américain pour le marché du travail américain pour le mois d'août et les publications ce vendredi concernant donc l'emploi US. Les indices en Europe progresse de 1% et plus en cette fin de séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Tendance mon ami et Côme Dubois qui nous accompagnera cette saison pour les points bourse. Et puis une question de rentrée qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Qui de Jérôme Powell ou de Nvidia a le plus d'influence aujourd'hui sur les marchés? Jérôme Powell s'est exprimé pendant une douzaine de minutes à l'occasion du symposium de Jackson Hole vendredi dernier. Nvidia a publié mercredi de la semaine passée des ventes spectaculaires qui ont quasi doublé d'un trimestre sur l'autre grâce à l'essor de l'intelligence artificielle qui restera évidemment peut-être la grande thématique de cette année 2023. Débat à suivre avec nos invités de Planète Marché et puis comme chaque lundi pour cette saison 4 y compris, nous retrouverons à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui nous apportera sa lecture et son analyse de l'actualité économique et politique américaine. Mais d'abord, les éléments clés du jour sur les marchés avec une journée positive, notamment en Europe. Les infos clés, c'est avec Côme Dubois. Journée calme sur les marchés en cette journée de rentrée. Les marchés européens évoluent dans le vert ce lundi avec des progressions variant de 0,5 à un peu plus de 1% au fur et à mesure de la séance. A noter que la bourse de Londres est fermée aujourd'hui pour cause de Summer Bank Holiday. En France, la quasi-totalité des valeurs du CAC progressent, notamment Téléperformance qui fait la course en tête. À Wall Street, les principaux indices ont commencé la séance dans le vert. Plus généralement, les investisseurs digèrent toujours le discours de Jérôme Powell vendredi dernier à Jackson Hole. Le président de la Fed n'a pas apporté d'informations supplémentaires sur l'orientation future de la politique monétaire. Du côté de la Chine, les places boursières ont clôturé en hausse, mais loin de leur pic du jour, après l'annonce par les autorités locales de plusieurs mesures en faveur des marchés financiers, notamment la réduction de moitié de la taxe sur les transactions boursières. Du côté des valeurs à suivre, Evergrande a dévissé à sa reprise de cotation en bourse de Hong Kong après une suspension depuis mars 2022. Le promoteur immobilier a repoussé d'un mois supplémentaire une réunion avec ses créanciers internationaux censée déboucher sur un vote de son plan de restructuration. Demain, côté statistique, les investisseurs suivront l'indice des prix immobiliers Case-Shiller du mois de juin aux États-Unis et différents indices de confiance des consommateurs aux États-Unis et en France pour le mois d'août et pour le mois de septembre en Allemagne. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés et Côme Dubois qui nous accompagne pour cette saison 4. Ravi d'accueillir les trois premiers invités de Planète Marché pour le début de cette saison 4 de Smart Bourse sur Bismart. Véronique Riche-Fleuret est avec nous, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Parmi les fidèles du jour, Sophie Chauvelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et Wilfried Galland, évidemment, avec nous, présent en ce jour de rentrée. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance. Oui, c'est la question assez ouverte, la question à trous, à compléter de cette première émission de rentrée, Sophie. L'événement de rentrée pour les marchés, l'événement clé pour les investisseurs, c'est bien sûr... Alors, c'est une excellente question. Non, on a passé tout le mois d'août à attendre Jérôme Powell, honnêtement, avec surtout un marché qui a été rythmé par le marché obligataire. Des tensions très très fortes, une repentification de la courbe aux États-Unis et qui a amené donc des prises de bénéfices assez notables sur les marchés d'actions.
Et en fait, tout avait été anticipé en amont de Jackson Hole. Tant et si bien qu'au regard de l'absence de mauvaises nouvelles, entre guillemets, de Jackson Hole, puisqu'on comprend bien effectivement qu'on arrive au bout de la séquence de resserrement des taux, même si on est dans le fine-tuning, on est vraiment on est en train de finir ce pilotage. Donc le marché respire un peu, reprend un petit peu de hauteur, après avoir quand même beaucoup stressé dans le sillage des marchés obligataires. Bon, donc d'une certaine manière, Jackson Hole, Jérôme Powell en tout cas, est plutôt un non-événement du point de vue des marchés au regard de ce qui a été anticipé au cours de l'été. C'était un très très grand événement, mais toujours anticipé. Et voilà. Et maintenant, effectivement, comme la Fed a bien indiqué qu'elle était data dependent, on va vivre dans le rythme du marché de l'emploi aux États-Unis, puisque s'il y a surchauffe aux États-Unis, c'est toujours sur le marché de l'emploi. Donc ça va être cette année, cette semaine, on a la publication donc là des chiffres du mois d'août, et c'est ça qui va maintenant entre guillemets rythmer le marché, en tout cas au niveau top-down en provenance des États-Unis. Bon, puisque Jackson Hole donne traditionnellement le coup d'envoi de la rentrée des banques centrales, parlons-en. Wilfried, une douzaine de minutes de discours pour Jérôme Powell, qui avait besoin d'envoyer effectivement une petite carte postale aux investisseurs. J'ai le sentiment qu'à côté de Jérôme Powell, c'est peut-être le discours de Christine Lagarde, qui pour une fois était un peu plus riche, un peu plus dense, totalement d'accord, un peu plus fourni, on va dire, en éléments structurants pour la suite. On est complètement d'accord. Jérôme Powell, en fait, lui, il a été véritablement dans la pure continuité de ce qu'il avait dit jusqu'à présent, et son objectif, c'était en fait gérer les risques. Je gère le risque, et donc j'en dis le moins possible, tout en terminant quand même par sa phrase fétiche, we have to keep at it, puisque keep at it, c'est le titre des mémoires de Paul Volcker, parce que c'est comme ça que Jérôme Powell se définit en étant l'héritier de Paul Volcker. Il reprend à chaque fois ce titre des mémoires de Paul Volcker. Mais effectivement, derrière, on avait, parce que lui faisait l'ouverture, là, il a fait effectivement 12 minutes. Alors c'est mieux que l'an dernier il avait 8. C'était 8, c'est ça. 8 minutes avec une violence assez incroyable, où il nous avait dit j'utiliserai avec toute la force nécessaire tous les outils que j'ai à ma disposition, y compris au prix d'un ralentissement économique. L'an dernier, c'était du sang et des larmes qui nous promettait. Exactement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de moyen sans douleur d'arriver à notre objectif. Exactement. C'était ça le message. Et donc c'était moins 3,5% sur les marchés directement. Là, effectivement, on a vu, c'était un non-événement. En revanche, derrière, ce qui a été intéressant, alors pas tellement d'un point de vue marché immédiat, mais c'était l'analyse de Christine Lagarde qui s'est remise finalement dans ses pas de directrice du FMI. Où en fait, elle a pris du recul en analysant les structures de l'économie d'aujourd'hui et leurs impacts sur la politique monétaire. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que sa conclusion, c'est en fait l'impact aujourd'hui des changements, puisque son discours, c'était shifts and breaks, donc en fait rupture... changement de structuration du marché du travail, les effets climatiques, et en fait, les transitions qui vont apporter des changements c'était tout ce qui était autour de l'offre. Et donc sa conclusion, c'est l'offre aujourd'hui qui va piloter l'économie mondiale. Et donc dans ce contexte-là, il est important de raisonner non pas classiquement comme on le faisait en analysant un certain nombre de données de demande, mais en analysant effectivement un certain nombre de scénarios qui nous permettront au fur et à mesure de nous adapter. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que son analyse sur l'offre, c'était pas uniquement une analyse sur l'offre de biens, c'était effectivement, comme vous le soulignez justement, une analyse sur l'offre de travail, une analyse sur l'offre de financement, tous les murs qu'on avait devant nous. Et ça, effectivement, c'est très intéressant, mais ça pose également la question, et c'est ça tout le paradoxe, d'une économie qui est pilotée par l'offre. Quand vous avez que les taux d'intérêt à votre disposition, c'est pas nécessairement là où vous avez nécessairement l'impact le plus important. Et donc finalement, en faisant ce diagnostic, d'une certaine manière, elle se mettait en retrait. En creux, c'est une manière de nous dire, les taux d'intérêt, c'est bien, on va peut-être en faire encore, mais ce n'est pas l'arme qui permettra de piloter ce nouveau régime économique. Ce n'est pas nous qui allons piloter ce nouveau régime. N'attendez plus des banques centrales le fait que, comme toujours, nous faisions justement ce fine-tuning parfaitement adapté. On sera dans un mode de gestion de scénario, elle a utilisé ce terme, un scénario-based analysis. Et ça, effectivement, pour l'avenir, c'est intéressant, avec évidemment le bémol on sait très bien qu'au fur et à mesure des données, les grandes leçons stratégiques sont probablement oubliées assez rapidement. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, cette approche de politique de l'offre et du fait qu'elle retrouve cette analyse un peu avec une hauteur de vue
qui apporte effectivement beaucoup de choses, beaucoup plus que le discours de Jérôme Powell. Véronique, qu'est-ce que vous retenez de ces discours de rentrée pour les grands banquiers centraux, qu'on peut mettre en parallèle aussi peut-être de l'analyse un peu conjoncturelle que vous faites à l'issue des 2 mois d'été, juillet-août, qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui? Alors, pour revenir à la question initiale. Oui, bien sûr, merci. Jérôme Powell ou Nvidia? Qui a le plus d'influence sur les marchés aujourd'hui? Alors, je pense que c'est très clair. Du côté des gens et des analystes, c'est quand même Jackson Hole. Du côté des marchés, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein, Jackson Hole, Jérôme Powell nous a Rien à dire. Pas donné de guidance. Un petit peu sévère ou prudent. En même temps, pas outrancier et certainement pas à nous agiter le spectre d'une hausse des taux en septembre. Ça a suffi au marché, au Nasdaq en particulier, pour aller dans le sens du vent. Et ça, je pense que ça révèle une situation qui est assez... qui me semble, pour beaucoup d'analystes, assez inconfortable. Non, ça monte, ça monte. S'il n'y a rien pour stopper, ça monte. S'il n'y a pas de news, ça monte. Un peu comme aujourd'hui. Et je pense que c'est encore le reflet d'une liquidité très abondante, qui fait partie de cette équation et des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à cerner la réalité conjoncturelle. On a l'impression d'être en lévitation, ce qu'on disait tout à l'heure. Et toute la question étant de savoir quel point de lévitation et si à un moment donné, il y a quelque chose qui peut rattraper la chose, enfin rattraper le mouvement. Et alors, nous, ce qu'on observe quand même, du côté américain, ça tient. Troisième trimestre sera sans doute extrêmement vigoureux. Au-dessus du potentiel, toujours? L'économie américaine au-dessus du potentiel? Au-dessus du potentiel. Donc, on a vu cet été les estimations de la Banque d'Atlanta. À un moment donné, on était quasiment à 6%. Alors, c'est l'estimation au vu du flux de données. Donc, ça peut aussi se retourner assez vite. Mais, et en l'occurrence, il y a un événement, et ça, c'est intéressant. C'est un peu trop tôt pour être certain. Mais le rebond des commandes généralisées en Allemagne, aux États-Unis ou quoi, c'est quoi? C'est un salon international de l'aéronautique. Et donc, on est face à des phénomènes comme cela qui viennent absolument tout bousculer, potentiellement, qui font croire momentanément à quelque chose de nouveau. Donc, ça bouscule le marché des taux, ça bouscule l'esprit des économistes aussi. Et puis, le mois d'après, ça retombe. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Les derniers indicateurs, une fois ceux-là et ces distorsions analysées, les derniers indicateurs en zone euro sont pas bons. Ils sont pas bons du tout et il faut quand même le souligner, notamment ce qu'on constate, les grandes déceptions du côté du tertiaire, ça tient pas. Voilà. C'était prévu, prévisible, peut-être pas aussi rapidement que dès le début de l'été. Oui, on peut imaginer que la saison touristique, il y avait encore peut-être des phénomènes de rattrapage, de stock d'épargne qui permettaient de... Et ça n'a pas été le cas. Dans les enquêtes, en tout cas, c'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui. Dans les enquêtes, c'est pas le cas. Et ces enquêtes nous disent, elles avaient commencé à se retourner un petit peu en début d'été. Les perspectives d'emploi se détériorent. Et ça va vite. Et ça va vite. Et ça, c'est le changement de décor quand même qui pourrait marquer les choses dans les prochains mois parce qu'on a quand même été porté effectivement par ce rattrapage et au-delà d'ailleurs en zone euro du marché de l'emploi. Et là, ça commence à faire mal et probablement que compte tenu des pertes de productivité, des créations d'emplois qui ont été très supérieures à la croissance de l'économie, on a une marge là effectivement pour quelque chose d'assez désagréable. Donc ça, c'est à surveiller de près. Probablement que Madame Lagarde et la BCE vont également regarder de près. Manifestement, la construction n'est pas tout à fait étrangère à ce phénomène-là et devrait contribuer encore. Donc, on n'est quand même pas aussi confortable malgré un environnement qui donne le sentiment de ne pas changer beaucoup. Il y a quelque chose de l'ordre du trompe-l'œil, vous dites un peu. Oui, tout à fait. Et puis, il y a en sous-jacent quand même des choses qui se trament qui ne sont pas dans le bon sens. C'est vrai que Sophie, on a vécu depuis les premières hausses de taux. Alors, c'est mars 2022 pour la Fed, juin 2022 pour la Banque Centrale Européenne, avec une vitesse, une intensité qu'on a décrite évidemment comme étant historique depuis des générations au moins. Il y a toujours eu ce sentiment de so far so good, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a eu beaucoup d'anxiété au moment du déclenchement du lift-off, etc. Et puis, au fur et à mesure des hausses de taux, on s'apercevait que
D'accord, l'économie n'est peut-être pas dans une forme mirobolante, extraordinaire, c'est peut-être pas les 30 glorieuses, mais c'était pas non plus la catastrophe qu'on pouvait d'ailleurs légitimement peut-être anticiper ou avoir dans certains cas, dans ces scénarios. Est-ce que cette réflexion-là, ou est-ce que cette logique-là, elle arrive au bout? Est-ce que la question des délais de transmission, qui est un sujet de discussion académique, même chez les banquiers centraux aujourd'hui, est-ce qu'elle laisse imaginer qu'après tant de hausses de taux cumulées, il y a un moment où la douleur va être maximale et qu'on n'est pas encore à ce moment-là pour l'économie réelle et pour nos économies en Europe et aux États-Unis? Alors, il y a deux constats. Le constat que vous faisiez, Véronique, c'est que la situation n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis. On a une dégradation en Europe qui vient bien entendu du manufacturier, mais ça, c'était bien flagué par les PMI. Mais je pense que ce qui a déçu surtout, c'est la consommation. Ouais. La consommation n'a pas du tout rattrapé sa trajectoire de départ, contrairement aux États-Unis. Donc on n'est pas dans la même logique. Après, sur cette question du resserrement des conditions financières, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien compris au début et qu'on a effectivement compris au fur et à mesure que ça progressait, c'était le point de départ. On est parti de moins de zéro. Et donc, en fait, finalement, on arrive à des niveaux de taux qui sont, si on fait juste un pas en arrière, c'est-à-dire on recule, on revient dans la décennie des années 2000, c'est normal. Donc, en fait, on n'est pas non plus sur des niveaux de taux anormaux. On est parti de niveaux de taux anormaux et je pense que ça explique beaucoup de la résilience de l'économie dans ce mouvement-là. Et la question que vous me posez, je pense qu'on pourra probablement y répondre l'année prochaine quand on va voir quel est l'impact réel sur les entreprises et sur l'activité en général du refinancement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que la plupart des entreprises, en tout cas les entreprises cotées, les grandes entreprises, qui ont accès au marché de capitaux, se sont refinancées sur les marchés de capitaux au meilleur taux possible dans les quelques années qui précèdent. Elles avaient refinancé à des taux incroyablement attractifs, proches de zéro ou en dessous de zéro, en fonction de la taille des entreprises, avec des horizons 3 ans, 5 ans, etc. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont commencer à arriver sur le marché du refinancement en 2024 et surtout en 2025. Donc ça crée effectivement un effet de décalage important et qui va commencer effectivement à se matérialiser un petit peu l'année prochaine et encore plus l'année d'après. Donc on est dans un environnement finalement où la demande reste bonne, même si elle ralentit en Europe, on n'est pas non plus en récession, on est proche de zéro, c'est pas très enthousiasmant, mais ça va. On est très fort encore aux États-Unis, voire l'activité réaccélère. C'est d'ailleurs la seule chose qui finalement dérange quelque part les banques. Enfin, Jérôme Powell, il a cette impression un petit peu de réaccélération. Donc on n'a pas. C'est difficile d'imaginer un scénario très noir parce que on n'a pas encore l'effet de bascule. On n'a pas de mur de refinancement très concret, très important. Alors après, il y a des pans du financement qui sont moins transparents. Tout ce qui a été fait dans le domaine du private equity, de la finance leveragée, etc., où là, il y a un petit peu plus d'incertitude. L'immobilier, on en a parlé, c'est un sujet un petit peu plus tendu. Mais il n'y a pas de gros effets de bascule, il n'y a pas de... Pas une bascule généralisée. Les anglo-saxons... bien sûr. Mais alors moi, en Europe, alors là, pour le coup, ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a 6,5 à 7% de déficit. Et puis là, en Europe, on commence à essayer de tirer de tous les côtés. Alors qu'on annonce, mais en Europe, là, ce que fait l'Allemagne est juste phénoménal. Bon, ils en ont besoin et ils ont toutes les bonnes raisons de le faire. Et en plus, ils ont encore, disons, la latitude. Un peu de crédit. Voilà. Donc, mais c'est colossal. Et alors, on a toujours du mal à estimer la part exacte de l'activité, du soutien des politiques publiques dans l'activité, mais on sent que ça tient. Enfin, nous, les estimations qu'on a faites, elles sont quand même... aux États-Unis, j'ai en tête un graphique sur les dépenses de construction industrielle, alors qui date de 2-3 mois, mais qui sont verticales, liées aux politiques publiques, à l'IRA, etc. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement qui est déjà matériel dans la construction industrielle, de sites industriels en l'occurrence. Un des risques majeurs, si les politiques les politiques publiques font ce qu'elles annoncent en zone euro, c'est-à-dire on serre la vis en 2024, alors là, moi, je pars en courant, parce qu'effectivement, on n'a plus que ça qui tient la chose, et de manière assez magistrale. Donc, et pour l'instant, les officiels nous disent on va resserrer.
Alors, on est tenté de prendre nos distances, compte tenu de tout un tas du contexte actuel, etc. Un track record, quoi. Les annonces de l'Allemagne, toutes récentes, vont plutôt, d'ailleurs, dans le sens opposé. Mais attention là, à ce qui n'est pas, effectivement, un resserrement des politiques budgétaires, parce que, finalement, ça finira véritablement mal. Donc, voilà, on tient comme ça. Faut pas qu'on fasse 2011, quoi. En Europe. Ah non, clairement pas. Il y a l'idée un peu de cette récession tournante. Les anglo-saxons disent rolling recession, c'est-à-dire c'est d'un secteur à l'autre. Alors oui, le manufacturier, l'industrie, et puis l'immobilier, mais on voit bien que sous certaines mesures, l'immobilier américain a baissé beaucoup, mais qu'il y a déjà des indicateurs de confiance, de mise en chantier, qui repartent. Et donc on passe à un autre secteur. Et peut-être que maintenant, c'est le secteur de la consommation qui va être attaqué, consommation alimentaire, et peut-être demain les dépenses de... On a l'impression d'un peu le mistigris, quoi. La carte tourne, mais en même temps, le château s'effondre pas. En fait, pour reprendre le raisonnement de Véronique, je trouve excellent, on a un sujet en ce moment, en particulier aux États-Unis, on l'a aussi un peu en Europe, qui est le sujet d'évaluer l'impact du creusement, c'est pas des déficits publics, mais du creusement des déficits publics sur le momentum économique. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que depuis un an, aux États-Unis, on a creusé de nouveau les déficits publics. C'est-à-dire qu'entre 2021 et 2022, on avait restreint les déficits publics. Depuis juillet 2022, en gros, on a eu en déficit primaire, hors paiement de la dette, on a eu à peu près entre 4,5 et 5 points de PIB de plus réinjectés dans l'économie. Et donc, en fait, effectivement, cette réinjection, elle a été faite largement dans des subventions pour l'infrastructure. Ce qu'on voit, c'est que le moteur précédent, effectivement le moteur de la consommation, qui était largement alimenté par l'épargne accumulée pendant le Covid, il est en train de s'éteindre gentiment parce qu'on avait, selon les estimations, on avait à peu près 1800 milliards de dollars d'épargne accumulée. Et aujourd'hui, on est à peu près, selon les estimations, entre 200 et 250 milliards qui resteraient, et essentiellement excédentaires, et essentiellement chez les classes les plus riches, et donc qui sont les moins sensibles à cet excédent d'épargne. Et donc, effectivement, on a un passage de relais. On a ce relais qui arrive, mais même aux États-Unis, on va arriver dans une année fiscale où le creusement des déficits va s'arrêter parce que le Congrès des États-Unis, dans cette année électorale, ne va plus autoriser le fait de creuser encore plus ces déficits publics. Donc aux États-Unis, ça va s'arrêter. Et effectivement, la crainte, là je partage totalement ce qui vient d'être dit, la crainte en Europe, c'est qu'on refasse la même erreur que 2011, c'est-à-dire que dès qu'on est sorti du cœur des ennuis, 2 ans après, comme par hasard, juste après le Covid, un peu pareil, dès qu'on est sorti du cœur des ennuis, tout de suite, allez hop, on revient à l'orthodoxie budgétaire, on met un tour de vis fiscal, et surtout, il faut revenir à nos fameux 3% de déficit. Et effectivement, on pourrait avoir un impact sur l'activité qui serait relativement faible. Alors, je mets énormément de bémols là-dessus, parce qu'effectivement, comme le souligne Sophie, en fait, on a le sujet des délais avec lequel tout se met en place. Mais effectivement, on a des éléments qui sont relativement inquiétant sur 2024, sauf à avoir effectivement soit un pivot des banques centrales beaucoup plus rapide que ce qu'elles nous disent. Aujourd'hui, elles nous disent vous allez attendre plusieurs trimestres avant que je baisse les taux. Historiquement, c'est pas le cas. Historiquement, dès que l'année fiscale est pas bonne, dès que la conjoncture est faible, quelques mois après, très vite, les banques centrales. C'est un peu asymétrique de ce point de vue-là. Voilà, exactement. Donc, si c'est le cas, soutenir l'économie, on peut baisser très vite, très fort les taux. En Europe, on arrête de parler de restrictions fiscales trop fortes et on suit un peu les Allemands. Si, il y a encore des possibilités de s'en sortir. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que le momentum, il n'est pas excellent, donc il faut être un peu prudent là-dessus. Qu'est-ce qui amènerait les banques centrales à baisser les taux à ce stade, une fois qu'on a fait Sophie, non, mais c'est quand même la question, parce qu'évidemment, elles nous disent, elles ne peuvent pas nous dire autre chose à ce stade, j'imagine. Mais baisse de croissance très forte. Si la récession se déclenche, aujourd'hui, on a une vraie récession. Enfin, on a une baisse très très forte du moteur d'activité chinois. Donc, si effectivement on a tout le reste qui commence à tomber à un moment. Ce qu'on a vu en Allemagne, par exemple, ça ne suffit pas à ramener la BCE à quelque chose de moins dur. Non, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entraînement. C'est pas endogène. C'est pas une relance de la consommation. C'est un trou d'air. C'est endogène, mais ça ne s'alimente pas. C'est pas... D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'accélération à la baisse. Il n'y a pas d'effet multiplicateur. Exactement. Il n'y a pas le fameux effet multiplicateur de notre enfance. Enfin bon. Baisse de taux, c'est un sujet pour 2024 quand même ou pas, Sophie ? Baisse de taux.
Fin 2024. Voilà, la réponse, ça dépend effectivement. Il faut se forcer à imaginer que ce sera toujours un peu plus tard que ce qu'on espère ou que ce probablement un petit peu plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait intervenir à un moment? On a quand même eu des chocs financiers saignants. Hein. On a eu le choc britannique, les fonds de pension, on a eu SVB, mais dans un contexte d'activité qui était toujours assez soutenu. Là, si on se prend un autre choc financier dans un contexte d'activité dégradée, bon ben voilà, ce sera la recette. En Europe, hein. Voilà, ce sera la recette pour effectivement une. Et ça, c'est le genre de risque qui est toujours dans les cartes et dans les radars. Oui. On a eu FTX, les LDI, SVB, Crédit Suisse. Je ne mentionnais pas le private equity par hasard, c'est-à-dire qu'il y a des pans de l'économie qui sont moins transparents et où il peut y avoir effectivement des sujets qui peuvent émerger. Et il n'y a pas eu de SVB moment du private equity encore aujourd'hui dans les marchés privés, dans les actifs privés? Non. Le refinancement, il n'a pas encore eu lieu. Il y a eu des ratés, mais c'était très ordonné. Pour l'instant, très ordonné, très limité en termes de taille. Donc non, il n'y a pas eu de moment de ce niveau, mais il y a des stress. On le voit bien, on le voit même dans les produits d'épargne. Dans les produits d'épargne en France qui sont attachés à l'immobilier, il y a eu quand même des baisses. On a marqué de la valeur en baisse, notables, qui n'étaient inimaginables entre guillemets. Où on nous disait non, ça ne baissera jamais. L'immobilier vous ne vous rendez pas compte. L'immobilier, ça ne baisse jamais. Je crois que toute une génération n'a jamais vu de baisse de l'immobilier en Europe. Oui, je crois que la précédente baisse était 95. Oui, c'est ça. Une bonne génération. 12 et 95. Donc. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine en cette rentrée aussi? Alors l'actualité immédiate du jour, c'est il y a une nouvelle série d'annonces, il y en a régulièrement, mais qui visent là directement le soutien au marché boursier cette fois, Sophie. Oui, alors la Chine, ça déçoit. Voilà. Il faut être clair, ça a commencé à décevoir à partir du printemps, l'effet réouverture a fait long feu. La consommation a ralenti aussi rapidement qu'elle avait accéléré parce que en fait la Chine est en plein choc immobilier, mais un choc de grande ampleur, comparable et souvent comparé, même s'il y a des divergences avec le choc qu'a connu le Japon dans les années 90. Donc voilà, on est dans ce spectre-là. Donc le gouvernement annonce des actions, mais qui pour l'instant sont modérées. Très très modéré. Le Politburo du mois de juillet avait amené à imaginer peut-être une action un petit peu plus forte. Et puis finalement derrière, il n'y a rien eu. Il y a eu une légère baisse de taux, il y a eu quelques plans de soutien à droite, à gauche. Et puis là, l'annonce du jour, c'était vous êtes un grand fonds de pension chinois, ne vendez pas vos actions, soyez patriotes. Donc voilà, mais ça suffit pas. Ils ont baissé la taxe sur les transactions de trading, sur le trading aussi. Évidemment, ça suffit pas parce que... on en arrive à un point, moi quand je pense à la Chine, j'en arrive à me dire, je ne sais même pas si je remettrai vraiment de l'argent un jour en Chine. Autant que ce que vous avez pu avoir comme conviction dans le passé. Voilà, mais même tout court, parce que en fait, il y a déjà, ces dernières années, s'est développé une forme de caractère ininvestissable. Finalement, c'est quoi la différence entre la Chine et la Russie? Bon, voilà. Il y a une question qui s'est développée sous l'impulsion des tensions entre la Chine et les États-Unis, mais qui a mis en lumière un certain nombre de problèmes. La crise immobilière chinoise, alors si on fait un parallèle avec la crise immobilière japonaise, il y a eu des périodes de rebond de marché au Japon, mais ça prend des années. Fallait pas se rater. C'est des années. Fallait pas se rater parce que la performance moyenne du marché japonais sur les 2 décennies qu'on suivi, c'était moins 5% par an. Donc si on n'est pas au bon endroit au bon moment, voilà. Donc il y a tous ces phénomènes, il y a des problèmes de gouvernance, il y a les problèmes de tension entre la Chine et les États-Unis qui ne vont pas se résoudre facilement parce que on sait bien que c'est un problème d'hégémonie technologique d'une autre nature. Il y a ce problème de désendettement qui va peser beaucoup sur la croissance chinoise. Donc il faudrait qu'il y ait une annonce très 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 notable pour que le marché soit porté à nouveau. Et moi, j'aurais tendance à penser que le retour des investisseurs internationaux serait principalement spéculatif. D'ailleurs, on a vu les annonces du jour. Alors, ça a fait bondir effectivement les marchés chinois sur la nouvelle. Mais derrière, ça s'épuise très très vite. Voilà. On ne sent pas que ce soit un mouvement. Là, il n'y a pas de relais non plus. Voilà, il y a de la place pour un rebond, mais il n'y a pas de place pour se réinvestir dans la durée. C'est difficile hors de Chine. Quand on est chinois, c'est différent. Mais quel est le niveau de déception qu'on a sur la Chine aujourd'hui? Alors Wilfried, sur la Chine? Moi, je pense que la Chine, c'est le point noir de l'économie mondiale. Moi, ce qui me frappe énormément, je suis totalement d'accord avec l'analyse faite sur le marché immobilier, c'est qu'en plus de ça,
on voit se développer une vraie perte de confiance des acteurs économiques privés. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple le montant des investissements sur le premier semestre, les investissements des entreprises d'État, c'est plus 8%, les investissements des entreprises privées, c'est moins 0,5%. Et en fait, ce qu'on voit, et je passe les chiffres catastrophiques de l'immobilier, ce qu'on voit véritablement, c'est qu'on a un problème aujourd'hui, effectivement, d'entraînement et de confiance dans l'économie chinoise, y compris des acteurs chinois, des acteurs privés, qui fait que on n'arrive pas à casser ce cercle-là. Historiquement, la Chine, lorsqu'ils ont eu quand je dis historiquement, c'est il n'y a pas très longtemps, dans les années 2010, en fait, pour relancer, il y avait trois méthodes. Il y avait d'abord, je baisse les conditions d'accès au crédit. Ensuite, je construis des infrastructures, n'importe quoi, mais je construis des infrastructures. Et enfin, j'incite à construire dans l'immobilier. Voilà, c'était ces trois éléments-là. Et en fait, aujourd'hui, on a une approche qui est plus du tout économique de la part des autorités chinoises, qui est uniquement politique. Et donc la question, c'est est-ce que je construis une économie souveraine ? C'est plus du tout la croissance. Et moi, ce qui me frappe énormément dans les dernières mesures, c'est que la Chine a relevé plusieurs fois son point pivot sur le taux de change du yuan. Pourquoi ? Et ça, je reprends des calculs de The Economist il y a quelques semaines. En fait, quand on regardait en 2021 le PIB nominal chinois... Donc une des devises qui a le plus baissé, une des grandes devises émergentes qui a le plus baissé face au dollar. Quand on regardait le PIB nominal chinois en 2021, il représentait 76% du PIB nominal américain. Aujourd'hui, quand on prolonge la trajectoire, fin 2023, donc en 2 ans, on n'aura plus 76% du PIB nominal américain, mais 67% du PIB nominal américain, parce que baisse de la devise, parce que baisse de l'inflation et baisse de la croissance. Et ça, pour les Chinois, c'est absolument inacceptable, parce que ça remet totalement en cause l'objectif première puissance mondiale en 2049. Et donc, on a l'impression que tout est fait pour... en fait, des effets d'affichage, d'où par exemple le fait on publie plus les statistiques sur le chômage des jeunes. Bah oui, parce que c'est trop mauvais, donc on les publie plus. On n'a jamais publié aussi peu de statistiques en Chine que sous Xi Jinping. Exactement. Et puis derrière, effectivement, on dit la grosse mesure, c'est on interdit la vente des actions par les fonds chinois. Mais tout ceci ne combat pas les maux structurels de l'économie chinoise, qui sont effectivement, si on n'y prend pas garde, de rentrer dans un vrai phénomène déflationniste. On n'en est pas encore là, mais on n'est pas très loin. Et donc, tant qu'on n'en est pas là et qu'on ne remet pas de la confiance, et peut-être, osons le gros mot chinois, de l'état de droit dans cette économie pour les investisseurs internationaux, ce sera quand même très compliqué. Il y a quand même des parties, alors peut-être, et sans doute pour des questions politiques, de souveraineté, il y a quand même des parties de l'économie chinoise qui sont soutenues et qui sont préservées. La transition énergétique, l'automobile électrique, il y a quand même des secteurs qui ne sont pas des petits secteurs, qui profitent quand même d'un boom soutenu par le politique, mais d'un boom quand même qui est réel aujourd'hui, Véronique. Oui, et qui va continuer à être mis en évidence parce qu'il faut camoufler la misère derrière. Mais je pense, moi, il y a longtemps que j'ai fait mon deuil sur les perspectives chinoises. La Chine, peut-être que je l'ai entendu dire par quelqu'un d'autre, même peu importe, est vieille avant que d'être. Voilà. La Chine vieillit à une rapidité phénoménale qui est plus rapide que ce qu'on a comme perspective pour l'Europe dans sa globalité. Ça, c'est un phénomène qui veut dire quoi ? Vieille avant d'être riche. Oui, et qui veut dire qu'à cet âge-là, avec l'âge médian actuel en Chine, on ne prend plus de risques. On prend beaucoup moins de risques qu'il y a 20 ans. On ne va pas aller investir là où c'est risqué. Et c'est d'ailleurs notre problème aussi. Mais nous, on a des politiques publiques qui ont été tellement absentes qu'on a une force de rattrapage. Donc, bon, pour l'instant, ça tient à peu près. En Chine, s'ils capitulent et qu'ils deviennent plus politiques, c'est peut-être aussi parce que ça fait 5-6 ans qu'ils font plan de relance sur plan de relance. Et que la machine ne prend pas, et que ça ne prend pas. Donc, et le grand danger, me semble-t-il, de cette situation, face à une dictature, au régime chinois, l'ambition politique de ce régime, il est géopolitique. Et la bascule géopolitique, donc la bascule politique de la politique économique du gouvernement, pour moi, elle correspond précisément à cette espèce de fuite en avant, de prise de conscience que du côté fondamental
l'économie chinoise a fait ce qu'elle pouvait faire et qu'elle ne fera pas beaucoup mieux. Au mieux, elle arrivera à gérer une crise de surendettement plus ou moins bien. Mais les derniers chiffres, on est en déflation. Le déflateur du PIB est négatif. C'est la question qu'on posait au début de l'été, avant la pause estivale dans l'émission. Donc, et je pense que le grand danger, c'est précisément que la Chine essaye de se récupérer à l'extérieur de ses frontières. Ça avait commencé avec les routes de la soie qui ont été un échec. Là, on tente de bricoler des briques plus, etc. Là, voilà, pour époustoufler le reste du monde. Moi, ça me paraît complètement artificiel et manipulé. Et je crains, en réalité, le prochain pas. À l'extérieur, géopolitique, comme un affrontement. Parce qu'effectivement, c'est ce type de régime réunifier la nation derrière quelque chose. À la russe, où on n'accepte pas la défaite économique structurelle. Je parle sous votre contrôle, sans faire de la politique chinoise, mais avec un parti politique en Chine qui recrute de moins en moins. J'aimerais bien savoir quel est le taux d'encartement chez les jeunes chinois au PCC. Mais je crois que c'est un parti qui a énormément de mal à recruter de nouveaux adhérents aujourd'hui. Est-ce qu'il a besoin de le faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a une nouvelle génération qui arrive en Chine. En fait, qui n'a pas tout à fait les mêmes aspirations de ce point de vue-là. Vous ne pouvez pas avoir des responsabilités en Chine si vous n'êtes pas membre du Parti communiste. Le Parti communiste, c'est 100 millions de personnes quand même en Chine. Donc c'est quasiment, on va dire, c'est 8% de la population. Et le vrai sujet qu'on a aujourd'hui profondément en Chine, c'est qu'effectivement, alors je le répète, soit je suis cohérent, soit je radote, c'est à vous de me le dire, mais en fait, le premier des 14 principes de la pensée Xi Jinping qui est introduite maintenant dans la constitution chinoise, le premier, c'est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Le parti above all. Exactement. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est on a aujourd'hui, et je reprends les éléments, par exemple, sur la crise de l'immobilier, on a aujourd'hui, quand on lit des papiers chinois traduits, parce que je ne parle pas le mandarin, pas encore. En fait, ce qu'on voit, c'est que les autorités locales sont totalement tétanisées à l'idée d'être prises en flagrant délit, ou en tout cas en soupçon de corruption. Et donc, toutes les politiques qui visent, par exemple, à relancer des plans immobiliers à droite à gauche, en fait, se heurtent à un moment donné à un responsable local qui dit certainement pas, parce que je n'ai pas du tout envie que m'arrive ce qui est arrivé à mon voisin, qui a disparu du jour au lendemain. Donc, tant qu'on n'a pas cette espèce de calme qui peut se prendre du côté chinois, on va quand même avoir beaucoup de mal. Je rappelle simplement un chiffre quand même là aussi, c'est que Country Garden, dont on parle, qui est le promoteur chinois, par rapport à Evergrande, qui était le promoteur de 2021 justement, dont on parlait tout à l'heure, qui a eu un problème, c'est quand même 3 fois. Country Garden, c'est 3 fois plus gros. C'est 3000 opérations en Chine. C'est juste considérable. C'est comme si vous aviez en même temps Nexity et un autre très grand promoteur. Oui, Non, mais ça, c'est absolument considérable. Et donc, tant que vous n'avez pas ce retour de la confiance profondément, y compris dans les strates publiques, pour l'instant, c'est très compliqué. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés? C'est quoi les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles, il y en a toujours des bonnes nouvelles. Nvidia, je vous l'ai cité en début d'émission, ça n'a pas... Et les entreprises résistent. Dans tout ça, les entreprises résistent. Il y a quand même... la saison de résultats est pas mal du tout. Oui, et puis il y a quand même une réalité. Nvidia transforme l'essai. Je veux dire, c'est le genre de thème sur les marchés. C'est le genre de thème sur les marchés qui crante, quoi, aujourd'hui. Est-ce que c'est encore quelque chose qui peut tirer, ou en tout cas, est-ce que ça fait partie des pans de marché, des secteurs, des thèmes sur lesquels il faut encore être investi plus que jamais, peut-être même aujourd'hui, Sophie? Ça a clairement lancé l'intérêt pour la digitalisation de l'économie, c'est-à-dire que c'était un thème qui, dans la première phase de hausse de taux, pour des questions de valorisation, avait énormément décoté. C'est effectivement revenu sur le devant de la scène. J'ai beaucoup de mal à juger de la pérennité, entre guillemets, de cette question de l'intelligence artificielle générative. Parce que, pour des raisons évidentes, je ne suis pas ingénieure et que j'ai du mal à m'en rendre compte. Mais ce que je comprends, c'est que c'est un outil de productivité qui est très intéressant et que comme les gros le regardent, les autres ne peuvent pas le regarder. Et que, du coup, ça envoie quand même une impulsion d'investissement extrêmement forte qui va au-delà de Nvidia. Ça va bien au-delà de Nvidia et qui bénéficie
à un certain nombre d'acteurs. Alors, en première strate, c'est effectivement les semi-conducteurs, mais d'une façon qui va bien sûr au-delà d'NVIDIA. Ça va être les softwares, ça va être l'IT services. Donc, ça entraîne quand même. Alors, ça vient par étapes. Et il y a un délai dans le temps, mais enfin, ça entraîne quand même des gens. Et on était en plein cycle de correction des semi-conducteurs. Cette correction, elle n'est pas terminée, mais c'est sûr que l'explosion d'un coup de la demande pour l'intelligence artificielle a énormément amorti et a capé à la baisse. C'est-à-dire que ça a vraiment mis un plancher, entre guillemets, sous cette correction des semi-conducteurs. Et donc, ça a permis au secteur de reprendre un élan. On verra quelle est au troisième trimestre. Est-ce qu'on a vraiment une demande une reprise plus généralisée de la demande qui va arriver au troisième, au quatrième trimestre et qui pourra emmener ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air effectivement de vouloir, marquer le point bas des semi-conducteurs et emmener un retour d'intérêt plus durable sur la technologie. Toutes les questions autour de la transition énergétique. On a parlé de l'IRA, donc le plan américain, on a parlé de l'impulsion européenne. C'est quelque chose qu'on a bien vu dans les publications des industriels. Ce sont des secteurs qui historiquement étaient beaucoup plus cycliques. On a eu un écroulement des PMI manufacturiers et les résultats des entreprises industrielles n'ont jamais été aussi bons. Les rentabilités n'ont jamais été aussi élevées. Donc il y a d'un côté le bénéfice effectivement des hausses de prix qui a été possible grâce à l'inflation, mais il y a aussi de l'autre côté une demande extrêmement nourrie. Donc on suit l'argent, quoi. On suit l'argent public. Exactement. En tant qu'investisseur pragmatique. Donc on continue effectivement dans cette tendance. Si la Chine en met un petit peu plus, on va aussi avoir un retour d'intérêt sur les matières premières. Et là, vu la consolidation qu'il y a eu, c'est un call un peu décoté, entre guillemets. Ça peut être attractif. On n'achète toujours pas les taux. Parce que. Pourtant, l'idée de la duration au début de l'été, elle faisait fureur. Enfin, moi, je l'ai vu autour de la table. 3,80, 3,90 sur le 10 ans. Tout le monde rechargeait. Ça fait envie. On a eu une belle correction. Alors, c'est beaucoup plus confortable à 4,30, 4,20 que ça ne l'était. Enfin, 3,80, 90, ça paraissait déjà confortable pour beaucoup. Mais on a toujours une courbe très inversée. Alors, du coup, pour le moment. C'est difficile de se dire, je vais payer autant d'assurance. Voilà. Oui. Donc on est toujours mieux sur du court, en tout cas, pour l'instant, duration que... Ça va évoluer, ça va évoluer dans les semaines à venir. Mais donc voilà, donc il y a des choses positives côté des actions, c'est toujours difficile de racheter les taux. Logique d'investissement qui prévaut en cette rentrée. Je suis à peu près ce qui vient d'être dit. Alors nous, on est un peu plus positif sur la partie taux, parce qu'on pense qu'effectivement à ce niveau-là, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes à faire. Quand on a un peu long, là, on est payé pour le risque quand même. Je rajouterais à tout ce qui vient d'être dit toute la partie santé, sur lequel il se passe énormément de choses et sur lequel effectivement on a l'impression d'avoir à la fois un secteur qui retrouve de l'intérêt et qui bénéficie aussi des nouvelles techniques d'intelligence artificielle, nouvelles techniques de numérisation. C'est quelque chose qui irrigue aussi pas mal ce secteur, donc c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Pour le reste, il faut rester un peu prudent. Alors il y a un call qui est très très contrariant, mais qu'il faut quand même commencer à regarder, c'est tout ce qui est valeur moyenne et européenne, qui est quand même aujourd'hui on paye. C'est un sujet de la rentrée, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce sera... dont les publications ont été quand même très correctes et aujourd'hui, franchement, la croissance se paye absolument plus. Ça devient asymétrique là. Ça devient totalement asymétrique. Donc quand on est dans des... Voilà, quand on a un profil allocataire, avoir un schéma asymétrique, c'est pas mal. Bien sûr. Mal. Donc là, c'est vraiment le moment de s'y intéresser, je pense. Véronique, qu'est-ce qui vous intéresse dans la logique de marché là pour... Et je crois qu'il va falloir faire extrêmement attention au timing. C'est-à-dire qu'à brève échéance, septembre. Comment il nous a dit Powell, je navigue avec les étoiles dans un ciel brumeux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était quasiment de l'océan. Donc c'est logique de trading, quoi. Donc probablement qu'un statu quo des Fed Funds en septembre, ça peut créer un appel d'air. C'est plutôt favorable, sans doute, encore aux technologies, peut-être déjà en train de se faire, effectivement. Après, la question fondamentale, me semble-t-il, c'est celle des taux longs et de leur capacité à baisser.
sensiblement ou pas. Et c'est-à-dire, est-ce qu'on a entamé... Moi, je suis toujours imprégnée de ces travaux que j'ai faits sur l'épargne mondiale, qui me disent les taux longs doivent structurellement s'élever encore et encore. Et je vois... j'ai tendance à me dire... N'aura-t-on pas le moment où le marché va commencer à douter de l'évolution des finances publiques et à se poser la question du financement de tout ça, enfin à la poser ou à l'imposer par des hausses de taux longs, un petit peu comme la hausse des taux américains après la baisse de la notation par Fitch. Il me semblait que ça couvait ce truc-là, que ça couvait depuis 2-3 mois cette embardée des taux, et puis Fitch a baissé la note et c'est parti. Et j'ai un petit peu peur de ça, donc je me dis, à court terme, ok, la Fed va sans doute nous rassurer. Après, récession ou pas, dans le pire des cas, on a une récession, mais on a une baisse des taux qui vient peut-être compenser, mais là, ce sera quand même moins sympathique pour les valeurs technologiques, Nvidia, etc. Et puis les marchés demanderont une prime. Récession, et voilà, cette prime d'inflation structurelle ou de risque, en fait, structurel par rapport à la dette publique. Voilà, je pense qu'il y a un sujet majeur là, et qu'on est pris dans le court terme, donc on a tendance à le repousser à chaque fois un petit peu plus loin, mais il est vraiment très structurant, et c'est celui qui fera, me semble-t-il, l'histoire du marché des prochains trimestres, peut-être. Et voilà, les chemins sont balisés pour les prochaines semaines et les prochains mois sur les marchés. Grâce à vous, merci d'avoir été épines quand même. Les chemins un peu sinueux. On verra jusqu'où ça nous mène. Quand même. Pour l'instant, 7300 points et des poussières sur le CAC 40. On peut dire qu'on a passé de ce point de vue-là effectivement un été relativement tranquille. Merci à vous trois d'avoir été les premiers invités de Planète Marché en cette rentrée, en ce 28 août précisément. Véronique Riche-Flores, Sophie Chevelier et Wilfried Galland étaient avec nous en plateau. C'est donc un lundi de reprise pour Smart Bourse, le coup d'envoi de cette saison 4 avec le retour de notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas que nous continuons de retrouver chaque lundi à 17h45 en direct pour un décryptage et un tour d'horizon de l'actualité économique, politique, financière américaine. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir Grégoire, c'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé évidemment. Pierre-Yves, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, puisque la fin du mois d'août est traditionnellement le moment de retrouvailles des grands banquiers centraux autour du symposium historique organisé dans le Wyoming à Jackson Hole. Que faut-il retenir de la carte postale de Jérôme Powell qui a pu être adressée à la planète marché depuis Jackson Hole vendredi dernier? La manière dont je vois les choses est que il fallait que quelqu'un fasse le discours d'ouverture de ce symposium organisé par la Fed de Kansas City à Jackson Hole. C'est tombé sur Jérôme Powell, mais fondamentalement, il n'avait pas grand-chose de vraiment nouveau à nous dire, si ce n'est peut-être avec une petite nuance un peu moins accommodante, le message qu'il avait déjà développé quelques semaines avant. Ma lecture de son discours et que d'abord, il n'a pas décidé ce qu'ils allaient faire le 19 et le 20 septembre prochain. Ils attendent encore de voir quels signaux seront donnés par la conjoncture américaine, en particulier jeudi. On a l'indice des prix des dépenses de consommation des Américains. On a vendredi les indications relatives à l'emploi et la révision possible des chiffres de juillet. Ça, c'est toujours important, ces révisions. Donc, faut-il continuer à majorer les taux ou faut-il faire une pause? Ils ne le savent pas fondamentalement, donc c'est pas que Jérôme Powell veut nous cacher son intention, c'est que je pense sincèrement qu'il n'a pas décidé ce qu'ils allaient faire. Et surtout, et ça je crois que c'est un point qui est de plus en plus important à mesure que l'on s'approche du virage du cycle monétaire, l'intention de tout bon président de la Fed est de s'assurer qu'il y a le maximum d'unanimité autour de la table du comité monétaire. Et que ce n'est pas le moment de faire des déclarations dès maintenant qui vont trop dans un sens ou dans l'autre, car il faudra le 19, quand sera publié le communiqué, qu'il y ait le minimum de dissension, voire que la décision soit unanime. Car quand on entre dans une phase de virage possible de la politique monétaire, la dissension affaiblit la crédibilité à la fois de l'institution et aussi du patron de la Fed. Mon impression, c'est que le discours de Jérôme Powell était le discours de quelqu'un qui se prépare à faire une pause durable,
mais qui ne veut surtout pas prononcer le mot pause. Parce qu'il sait que s'il annonce que la Fed, en gros, est en situation de pause, parce que maintenant, le niveau des Fed Funds et les autres dispositions relatives à la politique monétaire américaine, la fin de l'assouplissement quantitatif, etc., assure un resserrement, même si la Fed ne fait plus rien, le resserrement continue. Si le mot pause est prononcé par la Fed aujourd'hui, le marché va immédiatement réfléchir à, en fait, quand va tomber l'assouplissement, quand va tomber l'inversement du cycle. Donc, en ne prononçant pas ce mot pause, il évite de donner au marché une incitation à commencer à parier sur la prochaine baisse. Et il est assez satisfait de voir que, pendant que vous étiez à la plage, le marché, en fait, a réduit ses anticipations de renversement des hausses de taux pour la fin de l'année et a repoussé les choses à plus tard l'année prochaine. Toujours cette idée, en tout cas dans la stratégie des banques centrales et de la Fed en premier lieu, de continuer, alors d'aboyer un petit peu pour éviter de mordre. On n'est plus sur des rugissements comme il fallait le montrer en 2022, mais il y a toujours encore, à ce stade-là, à ce niveau du cycle, il y a toujours l'idée qu'il faut maintenir une pression par le verbe pour justement pouvoir peut-être mettre en place concrètement une pause durable. Je pense qu'ils sont sincèrement convaincus que ils sont loin d'avoir vu les effets de 11 majorations de taux pratiquées depuis le mois de mars 2022. Tout le monde est très surpris de voir que la conjoncture américaine continue de se porter aussi bien. On va avoir à peu près 2% de croissance, semble-t-il, au troisième trimestre. Le taux de chômage à 3,5%. Personne n'aurait cru qu'avec une telle majoration de taux, la conjoncture se porte aussi bien. On parle du prime rate, du taux des Fed Funds, mais parlons du prime rate qui compte beaucoup plus pour l'américain moyen. Le prime rate, c'est cette invention de l'industrie bancaire américaine qui consiste à dire, voilà, c'est à ce taux-là que je vais prêter, que je vais faire du crédit à mes meilleurs clients. Le prime rate, quand les taux de Fed Funds étaient autour de 0, le prime rate était resté à 3,5. Aujourd'hui, on est à 8,5. C'est cher d'emprunter de l'argent aux États-Unis. Le rendement le taux des hypothèques à 30 ans maintenant est au plus haut depuis plus de 20 ans. On est à 7,6%. La position de la Fed, me semble-t-il, est de dire c'est pas possible qu'avec un tel prix de l'argent, nous n'ayons pas un ralentissement plus marqué de la conjoncture. Et ils veulent d'abord voir un ralentissement de la création d'emplois et un rééquilibrage du marché du travail. Intéressant de noter que, en parallèle du meeting et des rendez-vous de Banque centrale sur le plan de la politique américaine, Joe Biden endosse désormais très largement ce concept de Bidenomics, alors qui a été défini, commenté par les observateurs, mais qui était plutôt une manière pour ses opposants de définir et de qualifier la politique économique d'un Joe Biden contre lequel il lutte. Bidenomics n'est plus un terme péjoratif. C'était un terme destiné à se moquer, qui a commencé à sortir en janvier-février, qui était employé par les Républicains pour dire, vous voyez, il fait n'importe quoi, on est en situation d'inflation qui a perdu le contrôle et on est sur le point d'entamer une récession. On vous a vendu de la fausse monnaie, on a augmenté le salaire minimum, mais fondamentalement, votre pouvoir d'achat a baissé. La récession arrive, vous allez voir ce que vous allez voir. Le problème, c'est que la récession n'est pas venue, que l'emploi reste très solide, que la confiance des consommateurs américains est remontée, que le prix de l'essence a baissé, ce qui a ralenti l'inflation, en tout cas à son niveau, prix alimentaire et prix de l'énergie, et que du coup, Joe Biden se dit, Bidenomics, c'est bien, je vais faire campagne là-dessus. Et pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que Bidenomics? Alors, la définition des Républicains, c'est on distribue de l'argent à tout le monde et on prétend faire de la politique industrielle. Et comme si l'argent était gratuit, c'est le pognon de dingue et l'argent gratuit, puissance 10. La définition de la Maison-Blanche, naturellement, est différente. Mais on est loin de constituer une doctrine économique. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. Elles définissent le terme Bidenomics par opposition au terme du trickle-down, du ruissellement. C'est-à-dire qu'au lieu
de rémunérer les plus riches et ensuite de voir que toute la richesse et la croissance descend pour que tout le monde en profite. Non, le Bidenomics, c'est nous mettons la classe moyenne au centre et la politique industrielle. Et comme ça, tout le monde dans la classe moyenne va s'enrichir et c'est par le milieu et par le bas qu'on va enrichir l'Amérique. Bidenomics, je crois que c'est clairement, en tout cas, quelque chose qui a contribué à retarder cette récession que l'on nous promet depuis un an et qui n'est toujours pas arrivée. Il n'y a pas de miracle. Quand on a à peu près 6% de déficit budgétaire par rapport au PIB, heureusement qu'on a de la croissance. On était à 5,8 l'an dernier, à 5,2 l'an dernier, 5,8 cette année, probablement plus de 6 l'an prochain. Les dispositions de crédit d'impôt dans la loi IRA, dans la loi de transition climatique qui coûte très cher aux contribuables américains, c'est un doublement de tous les projets de construction d'usines aux États-Unis aujourd'hui par rapport à la moyenne. Plus de 200 projets, plus de 110 milliards sont en ce moment en train de tourner. On construit des usines partout. Janet Yellen parle du battery belt. Hein, on connaissait le Bible Belt. Maintenant, c'est le battery belt, c'est-à-dire il y a toute une zone aux États-Unis, plutôt dans le sud d'ailleurs, où on construit partout des usines pour fabriquer des batteries qui vont permettre de nous faire rouler en voiture électrique, même si on n'a pas envie de le faire d'ailleurs. Donc c'est formidable tout ça, mais ça coûte très cher. Lorsque l'IRA a été voté il y a un an, on pensait que tous ces crédits d'impôt allaient coûter à peu près 440 milliards de dollars sur 10 ans au budget américain. On s'aperçoit que l'engouement pour les crédits d'impôt par les industriels américains est tel que ça va coûter 660 voire 700. Donc tout ça, ça nous fait de la croissance aujourd'hui et tant mieux. Mais si jamais nous basculons en récession, nous allons attaquer cette récession avec un déficit budgétaire énorme. Et ça n'est pas une bonne nouvelle, en particulier pour le marché obligataire. Pour finir sur le chapitre politique, Pierre-Yves, alors vous aviez peut-être déjà la date à partir de laquelle Donald Trump serait jugé pour avoir tenté de peser sur le résultat de la présidentielle 2020. La date du procès de Trump a été fixée au 4 mars prochain, 2024, Pierre-Yves. Il y a au moins 4 ou 5 procédures, ça n'en finit plus. Ce que je crois, c'est que le camp républicain, y compris dans les gens qui sont sondés aujourd'hui, qui vous disent « oui, je vais voter pour Trump », parce que plus il subit des inculpations, plus sa popularité semble augmenter. Je pense que oui, sa popularité semble augmenter, mais les gens qu'on sonde aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas vraiment pris la peine de réfléchir durablement. La saison des primaires a à peine commencé. Il ne faut pas accorder trop de crédibilité à ces sondages qui nous donnent Trump très largement en avance. Il est très largement en avance. C'est une catastrophe pour Ron DeSantis. C'est une catastrophe pour les autres candidats qui essayaient de percer. Mais le match est encore à son début. Beaucoup de choses peuvent se constater que durant le premier grand débat sur Fox News, plusieurs candidats sont sortis du bois comme ça. Il y en a un qu'on ne connaissait pas vraiment et qui a réussi à faire parler de lui. C'est le petit nouveau, M. Vivek Ramaswamy, qui vient du secteur de la biotechnologie. Mais il y a un vieux briscard qui, à mon avis, s'est bien distingué et qui peut poser des problèmes à Donald Trump. C'est Chris Christie, qui est assez populiste lui-même, ancien gouverneur du New Jersey, et qui, ici, il faisait un bon score dans le New Hampshire. Le New Hampshire, c'est le 12 mars. Hein. Beaucoup de choses peuvent se produire d'ici là. Les élections primaires de l'Iowa, c'est le 15 janvier. Mais si Chris Christie crée la surprise en mars, toute la dynamique peut changer. Bon voilà, entre Jackson Hole, le coup d'envoi des primaires républicaines et les Bidenomics, c'était l'occasion de vous retrouver, Pierre-Yves, avec grand plaisir pour ce quart d'heure américain chaque lundi à 17h45 en direct sur Bismart dans Smart Bourse, que vous retrouvez bien sûr comme le reste de nos émissions en replay tous les jours sur notre plateforme bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas avec nous, correspondant américain.